sujet d'aujourd'hui, ce sont donc les matières premières, ou qu'est-ce que les matières premières, puisque les noms des conférences c'est toujours qu'est-ce que. Je pense qu'on va commencer par le commencement, à savoir définir ce que c'est une matière première, et voir à partir de là, ensuite on verra les aspects notamment de guerre pour les matières premières, et bien sûr des marchés et la spéculation des matières premières. Alors, sur le plan de la définition, en fait, la notion de matière première est une notion assez intuitive. La plupart d'entre vous, certainement, voyez à peu près de quoi il s'agit. Les définitions sont très multiples, très variables. Et par exemple, vous avez le petit Robert qui définit la matière première comme non encore transformée par le travail et par la machine. C'est-à-dire que là on assimile la matière première à de la matière brute que l'on trouve donc dans la nature, mais cela dit, cette définition du petit Robert n'est pas juste. Tournons-nous vers le Larousse qui définit la matière première comme un matériau d'origine naturelle qui est l'objet d'une transformation artisanale et industrielle, et là pour le coup nous sommes un peu plus proches de ce qu'est une matière première. Ailleurs on voit des définitions expliquant que les matières premières sont des matières produites par la nature. On y reviendra. Et là, par contre, du coup, nous éloignons de nouveau de ce qui définit une matière première. Alors, en fait, qu'est-ce qu'une matière première ? Bon, les matières premières sont avant tout des matières extraites de la nature pour les utiliser en tant que telles ou les inclure dans un processus plus large de production. C'est ça, je dirais, au premier abord, la définition de matière première. Et les matières premières ne sont pas, pour la plupart, une production spontanée de la nature. La matière première est un objet de travail humain, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au strict sens du terme un matériau brut, mais est le produit d'un travail humain. Par exemple, l'extraction, la cueillette, la récolte, la pêche, etc. Certaines matières premières sont elles-mêmes le produit de travail plus ou moins élaboré. Le blé, par exemple, est une matière première, mais cette plante dont il n'existe plus d'exemplaires à l'état naturel est en fait le produit de siècles de travail donc sur cette plante pour son développement et pour la rendre plus performante. Il en est ainsi bien sûr des animaux d'élevage. La plupart des animaux d'élevage sont de la pure production de travail humain, au long de millénaires, de croisements, etc. Par ailleurs, on sait que plusieurs minerais qui sont utilisés comme matières premières sont en fait matières premières parce que d'abord, préalablement, ils doivent être traités, conditionnés pour être utilisables en tant que matières premières. Par exemple, vous avez des opérations de purification, vous avez des opérations de conditionnement en lingot. Donc en lingot, on pense tout de suite à l'or, mais en fait le lingot est un conditionnement classique des minerais, puisque vous avez des lingots de cuivre, lingots d'aluminium, etc. Vous avez également certaines matières premières doivent nécessiter de faire des alliages entre plusieurs minerais. Et puis vous avez par exemple le gaz d'aluminium qui est une des plus importantes matières premières, et elle est le produit pur et simple de l'électrolyse, donc d'électricité, d'eau, de bauxite, etc. Alors ne parlons pas bien sûr de la matière première la plus importante qu'est le pétrole qui, avant de se destiner à sa fonction de matière première, doit passer par la case raffinage. Vous n'avez aucune utilisation de pétrole à l'état brut. Même y compris les schistes bitumineux doivent être traités pour devenir du bitume. Par exemple, on est obligé de faire des raffinages pour tous les carburants liquides, bien sûr. Il y a le raffinage pour obtenir du naphta, qui est donc à la base du plastique, des fibres synthétiques, du caoutchouc synthétique, des engrais, etc. Donc vous voyez que la définition que je disais au départ, non encore transformée par le travail, est totalement fausse, puisqu'en fait, la plupart des matières premières sont soit des produits qui sont le fruit d'une activité humaine depuis très longtemps, de sélection, etc. Bon, c'est le cas par exemple de tout ce qui est agricole, ou d'autre part deviennent des matières premières parce qu'elles doivent d'abord subir un travail humain. Alors bien sûr l'extraction est certainement la forme du travail la plus évidente et la plus simple, mais vous avez pu voir que par le travail des alliages, du conditionnement, etc., il est certain que là il y a du travail humain.
Et une matière première a une valeur d'usage. Cette valeur d'usage est celle de pouvoir être utilisée pour produire autre chose. Ce qui signifie que tout ce qui existe dans la nature n'est pas une matière première. Par conséquent, un élément nature, et donc de ce fait, un élément naturel devient matière première en fonction d'un certain niveau de sophistication de la production humaine, c'est-à-dire en fonction d'un certain niveau de développement des forces productives, des connaissances de la loi de la nature, de leur exploitation, et donc c'est un certain niveau de rapport avec la nature qui fait qu'une matière première est une matière première. Donc tout ça pour dire, et c'est important de le réaffirmer dans ces locaux, qu'une matière première n'est pas un don de Dieu, elle n'existe que du fait du travail humain organisé dans un mode de production. Alors, de cela, nous avons mille exemples. Le pétrole, par exemple, donc on va revenir sur la matière première reine, si je puis dire, était d'une utilité très très limitée et de plus assez locale, c'est-à-dire là où il y avait surabondance qui le faisait donc affleurer, donc par exemple dans certains pays du Golfe. Il est devenu une matière première en tant que telle, en l'occurrence une source d'énergie, mais aussi plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, une composante de certains matériaux comme le plastique, polystyrène, etc. Il est devenu une matière première qu'à partir du moment du développement du machinisme, dans le cadre du développement du mode de production capitaliste. C'est-à-dire que le pétrole, ça n'existait pas avant un certain niveau d'organisation du travail et de la production humaine. Alors, toujours sur le thème de la définition, je voulais faire une petite aparté parce qu'il est assez fréquent d'utiliser ça et là, en lieu et place du terme de matière première, et c'est un terme d'ailleurs qui est très à la mode, qui est celui de ressources naturelles. Et cela, ce n'est pas le fait de certains auteurs confidentiels, mais vous trouvez cette thématique, notamment dans tous les rapports qui existent, tous les rapports des grandes organisations internationales. Je vous citerai tout à l'heure celle, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce. La notion de ressources naturelles est très utilisée. Alors, en plus, elle est utilisée, entre parenthèses, de plus en plus dans les manuels scolaires, notamment donc dans la partie géographie. Malheureusement, la notion est malheureusement assez floue, car si elle a vocation à prendre en considération, à côté de matières physiques, des ressources énergétiques, par exemple, comme l'électricité, elle a tendance à s'étendre à des ressources comme l'eau, le vent, la force des marées, qui sont effectivement utilisées dans la production, notamment dans le lavage de minerais, par exemple pour l'eau, l'électrolyse pour l'aluminium, le refroidissement d'une centrale nucléaire, la production d'électricité éolienne ou marémotrice, mais elles ne font pas l'objet d'un marché de vente et d'achat, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de valeur en tant que telles. Et dans une société marchande comme celle qui est celle dans laquelle nous vivons, cette notion de marché est un des éléments importants pour définir aussi une matière première. Oui, mais les berges, par exemple, de fleuves, oui. Ça devient de l'eau qui se vend. Ah oui, non, mais bien sûr, oui, tout à fait. Non, mais c'est pareil aussi, on met dedans le climat, parce que le climat, ça s'exporte avec le tourisme. Bon, à ce train-là, je dirais, on va un petit peu... donc ça a plutôt une fonction de dilution, en fait, de la notion de matière première. De plus, cette notion de ressources naturelles n'est pas neutre. Elle s'est généralisée, en fait, à partir des années 70. Et ce n'est pas un hasard, car c'est en parallèle avec la montée des thèmes écologistes, de la décroissance, du développement durable, que l'on a commencé à parler de ressources naturelles. C'est une vision d'ailleurs, la ressource naturelle, purement comptable, et ne prenant pas en compte ce qui a été dit auparavant sur le caractère éminemment social de la qualification de matière première. Par exemple, on peut lire dans un rapport, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qu'elle a publié, c'est son rapport annuel sur le commerce mondial. Moi j'ai pris celui de 2010, c'est pas le tout dernier, mais celui de 2010 avait un passage assez long sur le problème des ressources naturelles. Et il est dit au début de ce rapport que les ressources naturelles se définissent comme ceci. Au fin du présent rapport, nous définissons les ressources naturelles comme étant des stocks de matières présentes dans le milieu naturel qui sont à la fois rares et économiquement utiles pour la production ou la consommation, soit à l'état brut, soit après un minimum de transformation.
Et un peu plus loin, il est indiqué, les ressources naturelles peuvent être considérées comme des biens en capital naturel, distincts du capital matériel et humain, dans la mesure où ils ne sont pas créés par l'activité humaine. Alors d'ailleurs, il y a une contradiction dans cette définition. D'un côté, on parle de matière soit à l'état brut, soit après un minimum de transformation, et de l'autre côté, on dit que la matière première ne fait intervenir aucun travail humain. Bon, là, vous me direz, il y a une distance entre les deux morceaux de définition, mais en tous les cas, là, il y a une grosse, disons, contradiction. Mais le mot qu'il faut retenir, c'est le mot stock. C'est-à-dire que quand on parle de ressources naturelles, on parle comme dans la comptabilité. Il y a les ressources, il y a les emplois, il y a également les stocks. Bien évidemment, les emplois sont limités par les ressources. Et donc, si les ressources sont limitées, les emplois sont limités. Et donc, il faut veiller en permanence, comme un bon comptable, à ce qu'il y ait un équilibre entre emploi et ressources. Donc là, on a une vision purement comptable et statique, et alors très développement durable, puisque le développement durable a plusieurs définitions, mais il en a au moins une, qui est celle de limiter l'activité humaine en fonction de contraintes qui sont le sauvetage du climat ou le maintien d'un certain nombre de stocks de matières premières. D'autant qu'en plus, cette notion de stock est une notion qui est loin d'être scientifique. Bon, la preuve, c'est qu'elle est comptable. Et la comptable, c'est pas forcément de la science, mais le sujet, c'est qu'est-ce que c'est le stock de matières premières ? Posons-nous une question. L'homme du Moyen-Âge, quelle notion avait-il de ce qu'était le stock des ressources naturelles ? En admettant que, bien sûr, il ait eu à réfléchir sur ce sujet. Pour lui, la majorité des hommes du Moyen-Âge étaient dans un univers agricole. Pour eux, les ressources, c'était effectivement l'eau, c'était bien sûr tout ce qui était cultivé, c'était l'élevage, etc., etc. Et bien sûr, ils n'avaient aucune notion de ce que pouvait être d'autre chose, puisque bien évidemment, ils vivaient dans une société qui n'avait pas développé un certain niveau de relation avec la nature, permettant effectivement de développer une utilisation plus importante, en tous les cas, d'un certain nombre de matières premières ou de ressources naturelles. Donc là, on a un élément, d'ailleurs c'est très marqué, dans les années 70, vous savez, vous aviez eu le fameux rapport sur la croissance zéro, et qui, lui, était basé sur une analyse de ce qu'était le stock de matières premières, et notamment de pétrole, c'est-à-dire de la connaissance de l'époque que l'on avait de ce que c'était l'exploitation pétrolière, et qui se limitait, et qui, par exemple, excluait notamment un certain nombre d'exploitations pétrolières qui existent aujourd'hui et qui sont massivement utilisées, qui sont les exploitations en eau profonde, par exemple, mais dans les années 70, on n'avait pas la technologie, on ne connaissait pas la façon de le faire, et en fait, on était quand même plus loin que le stade où il fallait simplement ramasser la petite cuillère, le pétrole qui effleurait dans le Golfe, mais par exemple, tout ce qui était exploitation, je dirais en eau profonde, était totalement inconnu. Tout ce qui était, par exemple, dans les gisements déjà existants, d'essayer encore plus d'en tirer, etc., toutes ces techniques-là n'étaient pas connues. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, parce que là, on ouvre, bien sûr, je dirais presque une autre conférence qui est sur la question du développement durable, etc. Mais il faut se méfier considérablement de cette notion de ressources naturelles qui, outre le fait qu'elle dilue un petit peu la question, mais en plus a des références idéologiques qui sont extrêmement précises. Alors, donc voilà grosso modo sur la question des matières premières, et voir grosso modo la façon dont on peut les définir. Alors, comme je l'ai indiqué, dans la mesure où les matières premières sont liées, et leur caractère de matières premières sont liés à un certain niveau de force productive et de développement des modes de production, il est clair que les matières premières n'ont jamais été autant utilisées, et leur marché ne s'est jamais autant développé que dans le mode de production capitaliste. Là-dessus, je pense qu'intuitivement, même, on peut assez vite le comprendre sans avoir fait de grandes études. Sous l'impact de la recherche du profit, le capitalisme a développé une production croissante, des marchés de plus en plus larges par l'exploitation de la force de travail,
associés à des moyens de production et ce que Marx appelait des objets de production, à savoir les matières premières. De ce fait, les matières premières ont joué très vite le rôle d'éléments stratégiques pour le fonctionnement de tout le système. Ils ont été un des vecteurs permettant d'asseoir le pouvoir d'une nation impérialiste sur les autres nations. La recherche de ces matières premières a été progressivement, au cours du XIXe siècle, le fil conducteur du colonialisme, de la constitution de puissances impérialistes qui se sont affrontées d'ailleurs durement pour conquérir de nouveaux marchés, mais aussi de nouvelles sources de matières premières. Donc guerre et matières premières sont étroitement liées. Non pas parce que les matières premières ont un quelconque caractère guerrier par elles-mêmes, mais parce que le mode de production qui en a un besoin stratégique porte en lui-même la guerre, et que c'est par cette méthode-là qu'il peut effectivement survivre. Si on parcourt par exemple l'histoire du XXe siècle, on voit avec évidence le rôle du pétrole. Alors je citerai à ce sujet ce qu'écrivait le mensuel Alternative économique dans un numéro spécial qu'il avait consacré en 2012 sur la question des matières premières. Il écrit ceci: « Les conflits du XXe siècle ont prouvé que pétrole et guerre sont intimement liés. Pendant les 2 guerres mondiales en particulier, l'or noir était un enjeu stratégique et militaire. » Il fait une citation: « Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France possède l'essence, aussi précieuse que le sang dans les batailles de demain. » C'est un télégramme envoyé le 15 décembre 1917 au président américain Woodrow Wilson par Georges Clemenceau, qui réclame d'urgence 100 000 tonnes de carburant pour alimenter la machine de guerre française en panne sèche. L'aide américaine sera au rendez-vous, car dans une guerre de plus en plus mécanisée, avec des camions, des navires, des blindés et des avions, le pétrole assure la logistique et décide du sort des armes. Le pétrole joue désormais un rôle stratégique. Dès la veille de la Première Guerre mondiale, l'amirauté britannique en prend conscience et pousse l'État à devenir le principal actionnaire de l'Anglo-Persian Oil Company, devenue plus tard British Petroleum, donc BP. Ainsi, Winston Churchill peut déclarer: « Pour la victoire, la marine de Sa Majesté possède ses propres ressources de carburant. » Moyen de la guerre, le pétrole en est aussi un objectif. En août 1916, la Roumanie est attaquée et vaincue par les troupes allemandes et austro-hongroises. Sont visés ces champs pétrolifères, alors parmi les plus productifs au monde. Mais avant que les puits soient pris, les Roumains et leurs alliés franco-britanniques les sabotent, privant l'Allemagne ainsi d'une énergie et d'une industrie qu'elle mettra de longs mois à remettre partiellement en route. La date, ça y est. Comment ? La date. C'est 1916. 1916. 16. L'entre-deux-guerres puis la Seconde Guerre mondiale sont marquées par cette même volonté des grandes puissances d'accéder aux ressources pétrolières du Moyen-Orient. Et ce passage se conclut avec ce paragraphe. Ainsi, en août 1941, l'Iran est envahi par les Anglais et les Russes, qui ont besoin de protéger la raffinerie d'Abadan. En décembre 1941, c'est l'embargo sur les matières premières décrété par les États-Unis et le Royaume-Uni contre le Japon en réaction à son expansionnisme asiatique, qui décide les stratèges japonais à attaquer la flotte américaine de Pearl Harbor. En novembre 1943, la victoire anglaise d'El Alamein en Égypte empêche les troupes de Rommel de menacer le canal de Suez et les champs pétroliers de la péninsule arabique. Les batailles de Stalingrad, août 1942, février 1943, puis de Koursk, juillet-août 1943, permettent aux soviétiques de couper l'accès au pétrole du Caucase convoité par les nazis. Et là je finis la citation, et comment ne pas sentir l'odeur du pétrole dans les conflits les plus récents, bien évidemment, notamment au Moyen-Orient. La stratégie des puissances impérialistes et au premier chef des États-Unis a été de mettre tous les moyens en œuvre pour qu'une région aussi riche en pétrole ne tombe pas dans des mains de régimes souverains appuyés sur des peuples de la région. La question palestinienne est difficilement envisageable en dehors de ce contexte, sans parler des guerres d'Irak, de la guerre civile en Syrie et le soutien sans faille des puissances impérialistes aux régimes féodaux du Golfe, qui sont leurs valets, comme l'ont montré derrière moi les cérémonies de condoléances successives à propos de la mort du roi d'Arabie Saoudite. Et bien sûr, comment ne pas voir la couleur des matières premières dans les multiples guerres civiles et guerres ethniques de par le monde. Si on ne prend simplement que le continent africain, on pourrait citer la République démocratique du Congo, avec ses mines de diamants, mais aussi les plus grandes réserves de minéraux tels que le tantal et le coltan.
ne connaissez pas le tantal et le coltan, mais ce sont des minéraux qui sont essentiels à l'industrie aéronautique et spatiale, aux missiles, aux réacteurs, puisque ça permet de faire ce qu'on appelle des super alliages qui permettent de supporter des chaleurs extrêmement intensives. Vous avez également le Mali avec son uranium, vous avez le Soudan du Sud qui a fait cession du nord du pays avec un sous-sol très riche où on trouve d'abord du pétrole, d'où le soutien sans faille notamment des États-Unis, mais également du minerai de fer, du cuivre, du chrome, du zinc, du tungstène, du mica, de l'argent, de l'or, etc. Donc là, vous voyez que les matières premières sont... alors bien sûr, les phénomènes de guerre ethnique et de guerre... Et parlons du Sud-Est. Et des guerres civiles, etc., c'est clair que, je dirais, ce sont des causes, je dirais, extrêmement complexes, mais il est clair que la question des matières premières est au cœur des guerres ethniques, des guerres internationales, etc. Alors, donc on comprend à partir de là que les matières premières ont un rôle crucial dans le fonctionnement du système capitaliste. Et ce rôle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, crucial, provient bien sûr de ce qu'elles sont un facteur essentiel de la production de marchandises et de services qui, dans notre société marchande, ont pour objectif d'être vendues pour réaliser un profit. Donc les matières premières, c'est donc un immense marché où sont déterminés leurs prix, où interviennent au premier chef des vendeurs et des acheteurs de matières premières, mais dans un contexte où la domination du capital financier, ce qu'on appelle la financiarisation, est très importante. Dans ce contexte qui s'est établi sans partage depuis plus d'une centaine d'années sur toutes les autres formes de capital, le marché des matières premières est devenu aussi un vaste marché financier où les masses de capitaux s'échangent sur la base des anticipations de prix et de quantité de matières premières. On peut dire sans trop de risque de se tromper que la plupart des instruments financiers utilisés par les spéculateurs sur les marchés financiers, donc les marchés des actions, des obligations, des monnaies, des taux d'intérêt, dettes publiques, etc., eh bien, la plupart des méthodes qu'ils utilisent sur ces domaines purement financiers, en fait, se sont développées grâce au marché des matières premières. C'est-à-dire que les premiers instruments de spéculation, en fait, ils ont été créés sur des marchés organisés de matières premières, et ceci bien longtemps, avant même l'existence d'opérations du même type sur des actifs purement financiers. Par exemple, il faut savoir que la première bourse d'échange des produits agricoles, des matières premières agricoles, eh bien, a été fondée au début des années 1830 à Chicago. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé donc, le Chicago Board of Trade, qui est aujourd'hui l'une des principales places financières. Alors, non seulement des matières premières, mais également depuis 1970 et de 71 plus exactement avec le décrochement du dollar par rapport à l'or, l'une des principales places avec Wall Street et aussi avec Londres de tout ce qui est les instruments financiers. Mais la fabrication de ces instruments financiers en fait vient d'instruments qui ont été créés pour le marché mondial des matières premières. Et pour cela, je vais prendre un exemple. Bon, et puis je ne me suis pas beaucoup gratté d'ailleurs sur cet exemple, puisque je reprends l'exemple que j'avais fait dans une conférence l'IRELP, qui était sur la spéculation, cette fois-ci. Et donc je vais simplement la reprendre, parce que bon, c'était un exemple, je dirais, assez parlant d'un produit assez simple. Alors bien sûr, les choses sont beaucoup plus compliquées. On va prendre l'exemple donc d'un producteur de câbles électriques qui vient de signer un contrat avec une compagnie de distribution électrique qui va nécessiter de s'approvisionner en cuivre à hauteur de 500 tonnes par exemple. C'est-à-dire qu'il a besoin de 500 tonnes de cuivre pour pouvoir produire du câble électrique qu'il va ensuite revendre dans le cadre d'un autre contrat avec une société de production électrique. Et disons qu'il a besoin de ces 500 tonnes dans 6 mois, c'est-à-dire en juillet prochain. Bon. Donc en fait, il a plusieurs choix. Soit il décide d'attendre le mois de juillet pour acheter ces 500 tonnes, soit il en achète en plusieurs fois jusqu'à atteindre les 500 tonnes durant les 6 mois qu'il sépare du mois de juillet.
Mais dans ce cas, il va acheter ce qu'on appelle le cuivre au comptant, c'est-à-dire au spot, c'est-à-dire au fur et à mesure, hein, c'est au prix du jour, voilà, il achète le cuivre au prix du jour, ça s'appelle le prix spot, c'est-à-dire c'est un prix du cuivre pour livraison immédiate. Hein. J'achète, hop, et j'ai la livraison tout de suite du cuivre. Alors, cela dit, s'il fait ça par petits morceaux, ou même s'il paye ça qu'en juillet prochain, vous comprendrez assez facilement que notre producteur de câbles s'expose à des variations de prix assez importantes, et surtout sur une hausse du prix du cuivre. Si le prix de la tonne s'établit à 7000 $, la tonne aujourd'hui, et ça c'est un prix qui est vrai, hein, parce que ça se fait 7000, donc si vous voulez acheter du cuivre, ça coûte 7000 $ la tonne, je ne sais pas ce que vous pourriez en faire, enfin on ne sait jamais, et que sur les 6 mois à venir, le cours progresse pour atteindre 8000 $, il risque donc de subir une hausse de 1000 $, qui, multiplié par 500 tonnes, va faire donc 500 000 $. C'est-à-dire qu'il va faire son budget aujourd'hui pour son contrat qui va avoir lieu en juillet, mais il s'expose à une augmentation du prix, et donc il va être obligé de réviser, ou alors il risque même d'ailleurs d'avoir des problèmes si par exemple il a fait une marge beaucoup trop réduite. Donc le principal problème de notre producteur de câbles, c'est donc une augmentation du prix du cuivre. Il va donc choisir de signer un contrat qu'on appelle un contrat à terme avec le producteur de cuivre. Il va dire aujourd'hui, 31 janvier, je signe avec toi, producteur de cuivre, un contrat par lequel je m'engage à t'acheter dans 6 mois, en juillet prochain, 500 tonnes de cuivre au prix d'aujourd'hui, soit à 7000 $ la tonne, soit donc un prix total de 3,5 millions $. Ça s'appelle un contrat à terme, c'est-à-dire que je signe le contrat aujourd'hui, mais avec le prix d'aujourd'hui, mais on fait une livraison que dans 6 mois. Bon, ça peut être 3 mois, ça peut être 1 mois, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors maintenant, on va se mettre du côté du vendeur de cuivre, donc du minéral. Son problème essentiel, lui, c'est la baisse du prix du cuivre entre aujourd'hui et juillet prochain. En effet, le cuivre qu'il va vendre à notre producteur de câbles, il va l'extraire et le préparer en plusieurs fois ou en une seule fois, mais toujours au coût de production du jour. Si le prix du cuivre baisse, il va faire moins de profit, voire vendre à perte, si le prix baisse de façon dramatique. Et donc, du coup, il ne peut même pas couvrir ses propres coûts. Donc, pour se protéger d'une baisse du prix du cuivre, il va chercher à signer un contrat à terme, par lequel il s'engage à livrer au producteur de câbles dans 6 mois 500 tonnes de cuivre au prix d'aujourd'hui. Donc en fait, il le fait, lui, par contre, pour des raisons inverses à celles du producteur de câbles, qui lui veut se protéger d'une hausse, lui veut se protéger d'une baisse. Donc en fait, ce contrat à terme, c'est en fait entre deux parties qui ont en fait des risques inverses, et voire des anticipations d'ailleurs inverses. Hein. Ils estiment, bon voilà, je vais avoir un problème si ça baisse ou si ça monte, selon qu'on se situe du côté du contrat. Donc ainsi, malgré tous les intérêts divergents, des anticipations contraires, pour parler le langage des professionnels, le producteur de cuivre et le producteur de câbles passent donc le même contrat. Un point souligné qui a son importance pour la suite, sur la planète, il y a des centaines et des milliers de contrats de ce type. Il est assez facile d'ailleurs de comprendre qu'ils ne peuvent se faire que dans des endroits communs, où se confrontent offre et demande. Donc tout cela se fait dans des marchés, qui s'appellent des marchés organisés. Et donc ces marchés organisés, vous en avez toute une série qui sont plus ou moins spécialisés. Donc je vous ai parlé du Chicago Board of Trade, donc le CBT, qui se trouve donc à Chicago comme son nom l'indique. Vous avez aussi le New York Mercantile Exchange qui se trouve, ou qui s'appelle NYMEX, qui se trouve à New York. L'une des principales places, notamment pour beaucoup de minerais, c'est celle de Londres, avec le LIF, enfin le LIFE, ça s'appelle. C'est le London International Futures and Options Exchange. Pour les produits agricoles, c'est à New York que se développe ce type de marché, et à Chicago. Mais sachez que vous avez certaines bourses
sur certains produits agricoles qui sont par exemple en France. Le blé, une certaine catégorie de blé, la bourse se trouve à Rouen. Par exemple, vous avez ce genre de choses, vous avez plein de petites bourses d'ailleurs un peu partout, mais enfin le gros du blé qui est mis sur je dirais les marchés se trouve essentiellement aux États-Unis. Et en plus d'ailleurs, lorsqu'on regarde le cours du blé, c'est souvent ce qu'on appelle le blé de fourrage, qui n'est pas forcément d'ailleurs le blé de meunerie. Donc vous avez le blé de meunerie qui fait l'objet de tractation, et vous avez le blé de fourrage. Vous avez la même chose avec le maïs, vous avez le maïs de fourrage, et puis vous avez le maïs de consommation. Maintenant, c'est rajouté le maïs que l'on utilise pour faire de l'éthanol. Mais on va revenir à nos deux producteurs. Nous sommes donc en août 2015 là, maintenant. Le prix de la tonne de cuivre est passé à 7600 $. Il était à 7000 $. Donc aujourd'hui, on arrive au mois d'août, il arrive à 7600 $. Donc il y a une augmentation de 600 $. Notre producteur de câbles, lui, a bien joué. Il fait 300 000 $ d'économie, c'est-à-dire que l'ayant acheté à 7000, il ne subit pas la hausse de 600 $. Lui, notre producteur de cuivre, lui, il a rien perdu. Il n'a simplement pas profité de l'opportunité de cette hausse pour gagner 300 000 $. Par contre, il s'est assuré que pendant 6 mois, il avait une marge relativement confortable par rapport à l'ensemble de ses coûts. Si par contre, si la tonne de cuivre avait perdu 500 $, le producteur de câbles n'aurait rien perdu, mais n'en aura pas profité. C'est-à-dire s'il y avait eu une baisse cette fois-ci du prix, eh bien il n'en aurait pas profité. Le producteur de cuivre a par contre bien joué, il évite une perte de 250 000 $. Donc vous voyez, ce sont ces produits qui se sont développés. Et alors, il faut dire que dans un monde comme le monde capitaliste, où les marchés ont un caractère largement anarchique, il est clair que ce type d'opération ne peut pas, à proprement dit, être caractérisé comme étant de la spéculation. C'est ce qu'on appelle plutôt des opérations de couverture d'un risque, une hausse ou une baisse de prix selon la place que l'on occupe dans la transaction. Et pourtant, le développement de ces opérations a été à la base du développement des opérations spéculatives que nous connaissons. Dans le cas spécifique des matières premières, il y a un terrain classique de spéculation, c'est celui du négoce. C'est-à-dire le négociant, c'est un professionnel du secteur qui est plus ou moins spécialisé dans telle ou telle matière première, qui a des capacités de stockage aussi, mais il ne produit rien. Son métier, c'est acheter, puis revendre, et si possible, avec profit. Stocker en attendant une hausse des prix, assécher un marché pour faire monter les prix, revendre autant que les prix baissent, avant que les prix baissent. Voilà ce que fait le négociant, qui a à juste titre le statut d'un spéculateur, pour le coup. Puisque non seulement il fait des paris sur des évolutions de prix, mais en plus, il peut même agir pour faire évoluer les prix dans le sens qui lui convient. Mais cette spéculation, comme l'opération de couverture précédemment décrite, se joue finalement sur la base quand même d'échanges physiques de marchandises, malgré tout. Il y a quand même des ventes et des achats et une circulation de matières premières qui a lieu. Donc, à ce stade, on ne peut pas... Il y a déjà un début de spéculation, mais le phénomène dont je voulais surtout vous parler, c'est que parallèlement aux opérations de marché physique, se sont développées, et la plupart du temps au sein même des bourses dont je vous ai parlé tout à l'heure, des marchés où s'échangent des contrats fictifs. Des marchés qui, pour reprendre une idée exprimée au départ, que j'avais déjà exprimée dans mon exposé, soit en quelque sorte une espèce de miroir des marchés physiques. C'est-à-dire que parallèlement au marché physique, où il y a même des gens qui spéculent, les négociateurs, enfin les gens qui s'occupent de négoce, vous avez un marché qui travaille sur de la matière première purement fictive. C'est-à-dire qu'il y a du pur pari sur les prix. C'est un marché d'ailleurs, le seul truc qui l'intéresse, bon bien sûr ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de matières premières, etc. Simplement ce qui les intéresse, c'est les différentiels de prix qu'il peut y avoir à un moment donné sur une matière première. Donc vous avez sur ce marché-là des contrats à terme à 3 mois,
à 4 mois, à 5 mois, qui apparaissent, mais qui n'ont aucun sous-jacent. C'est simplement des produits purement financiers. Donc en fait, ce sont des marchés de matières premières, de spéculation en matières premières, mais où les intervenants n'ont pas besoin de vendre ou d'acheter des matières premières. Et donc, ils ont été très largement investis par le capital financier dans toutes ses composantes, que ce soit les banques, soit les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs, etc. Alors, en fait, ce sont des marchés dont on ne passe aucun contrat réel, mais on achète des contrats. Et comme ce ne sont pas des professionnels, qui ont donc besoin de vendre ou d'acheter des produits, ce sont des contrats standards qui sont faits sur des marchandises standards. Par exemple, vous avez le pétrole, par exemple, le marché du pétrole, vous avez un marché financier du pétrole, mais on prend une typologie de pétrole. Et donc c'est par exemple le Brent. Alors le Brent, c'est le pétrole d'Arabie Saoudite. Vous avez le WTI qui est celui de la zone du Texas et du Golfe. Donc vous avez, quand vous cherchez les cours du pétrole, en fait vous avez 2 ou 3 cours et ce sont des contrats standards. Ce qui veut dire que, parce que le problème des matières premières, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'elles sont de qualité extrêmement variable. Hein, vous avez, on le sait par exemple, moi j'avais appris quand j'étais tout petit, que le charbon par exemple, il y avait des charbons qui avaient certaines, qu'il fallait plus travailler, parce qu'il y avait beaucoup d'impuretés, d'autres qui étaient beaucoup plus purs. Je crois qu'en France, il n'était pas excellent hein, de production, par contre il est meilleur en Afrique du Sud, voilà, l'anthracite. Le pétrole c'est la même chose. Le pétrole, vous avez un grand pays producteur de pétrole qui est le Venezuela, ils sortent par exemple du pétrole, ce qu'on appelle le pétrole lourd. C'est du pétrole qui est presque visqueux et donc il faut énormément travailler, etc. Vous avez le pétrole, donc Brent, lui par contre il est très léger. Donc je veux dire, il suffit de mettre une paille et d'aspirer et hop, ça remonte. Bon, il n'y a personne ici qui s'occupe de pétrole. Mais pareil pour le blé, pareil pour un certain nombre de choses, c'est que vous avez une certaine typologie de matières premières. Et donc vous avez des contrats financiers purement fictifs. On dit, ben voilà, un contrat, livraison à 3 mois de X barils de pétrole Brent. Et donc, et à ce moment-là, qui est prêt à m'acheter ce contrat? Ah, moi je suis intéressé, ah, mais moi aussi, etc. Et on fait jouer l'offre et la demande. Mais derrière ça, vous n'avez aucune prestation. D'ailleurs, je crois que c'était au moment de la première guerre du Golfe. Il y avait eu un article dans Le Monde qui avait expliqué, alors c'est vrai que c'était un peu incompréhensible, mais c'est qu'au moment où la guerre c'était la première attaque contre l'Irak, lorsqu'elle s'était déclenchée, il y avait eu donc une hausse considérable du prix du pétrole, mais en fait c'était le prix qui était déterminé par les marchés financiers. Et donc ils avaient donc fait un calcul, il y avait eu 120 fois il y avait 120 fois la production mondiale de pétrole qui avait été négociée sur les marchés financiers, rien qu'en marché, en contrat purement fictif. Et alors, ce qui est en plus incroyable, c'est que ces prix qui sont, je dirais, déterminés par des non-professionnels qui ne voient là que simplement d'avoir des produits spéculatifs, en fait, ces produits, c'est ce qui détermine le prix le prix du pétrole. Donc quand vous entendez il y a une hausse du prix des pétroles, par exemple du fait de la crainte d'un conflit quelque part, bien évidemment, vous avez un conflit, mais tout d'un coup vous n'avez pas la production de pétrole qui s'effondre. Hein, et donc à ce moment-là, le pétrole devient rare. Les gens ne ferment pas le robinet, je dirais comme ça. Donc ça veut dire que tout simplement, c'est que les prix par contre, c'est-à-dire tous les paris qui sont pris sur ce prix, eh bien, eux, par contre, s'affolent. Mais néanmoins, c'est ce qui est considéré comme étant le prix, le prix du pétrole. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une arnaque totale sur la question du prix du pétrole. C'est que quand vous voyez constamment des variations, mais ce que vous voyez, c'est que vous, par contre, le prix à la pompe, il ne varie pas autant, même assez peu. Et même quelquefois, on parle de prix du pétrole qui baisse, et pourtant vous avez le prix à la pompe qui monte, quelquefois. Tout simplement parce que ce prix du pétrole, il est déterminé sur des marchés sans actifs physiques réels. Et que donc il n'exprime même pas
la rareté ou l'abondance de cette matière première. Ils expriment simplement des anticipations de spéculateurs sur les prix qu'il pourrait y avoir plus tard. Donc, alors, là je parle du pétrole parce qu'en plus dans le pétrole, il y a ce qu'on appelle un marché qui s'appelle le pétrole papier. C'est-à-dire c'est simplement des échanges financiers qui se font sur le prix du pétrole à côté des vrais échanges, des échanges matériels et physiques il peut y avoir. D'ailleurs, le pétrole est le seul marché qui a un marché papier. Hein, les autres ont des marchés financiers, mais ne sont pas aussi développés que pour le pétrole. Alors, là, je vous ai parlé de spéculation, entre guillemets, relativement simple. Maintenant, il y a des produits extrêmement sophistiqués qui ont lieu dans ce domaine. Vous avez donc là, c'est le contrat à terme. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les options. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un contrat à terme, mais éventuellement, on se garde l'option de ne pas la faire jouer. Par exemple, dans mon exemple, aujourd'hui, on est à 7 000 $. Je pense que je vais passer à 7 500, donc moi, je vais prendre un contrat pour me couvrir de cette augmentation. Mais éventuellement, je peux prendre une option. C'est-à-dire que si finalement, c'est le phénomène inverse qui a lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation, mais qu'il y a, comme ça s'appelle, une baisse, à ce moment-là, j'ai l'option de profiter de la baisse, moyennant paiement d'une prime au spéculateur qui me vend ce type de contrat. Donc vous avez ce genre d'opération qui s'est développé à partir donc je dirais du prix des matières premières. Alors, dernière chose sur le prix des matières premières, c'est sur les intervenants sur les marchés. Bien évidemment, tout à l'heure je vous ai dit, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui ont de la matière première, d'autres qui ont besoin de matière première pour pouvoir produire leurs propres produits. Mais il est clair que ce marché a été très largement investi par d'énormes multinationales. Il y a, je dirais, 2, 3 ou 4 multinationales par type de produit, pratiquement. Vous avez également de grosses multinationales qui sont simplement spécialisées dans le négoce de matières premières, Glencore, bon, il y a eu Mark Rich, mais enfin bon, il a fini en prison le garçon, mais enfin bon, vous avez ce genre de société. Vous avez bien sûr tous les noms de multinationales du pétrole, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché-là est un marché où la libre concurrence non faussée, qu'on nous met à toutes les sauces, est quand même pas tout à fait au rendez-vous. C'est clair que ce sont des marchés qui sont aujourd'hui, comme on dit, tenus par les grands producteurs, les grands raffineurs, par exemple, ou les grands distributeurs pour l'électricité. Et donc ce sont des marchés qui sont, en tous les cas, très manipulés. En tout cas, dans le cas du pétrole, c'est assez évident. Vous savez, des compagnies comme Total, BP, etc., ils ont de véritables salles de marché. Celle de Total, je crois qu'elle est à la Défense, où les gens sont là pour faire simplement la spéculation sur le pétrole. Et comme, en plus, ils ont des parts de marché très très importantes, eh bien, ils peuvent manipuler les prix, puisqu'ils sont, comme on dit en anglais, price makers, c'est-à-dire ce sont des fabricants de prix. Ce n'est pas un prix simplement de l'offre et la demande, c'est eux qui le font, et même y compris, quitte à couper un robinet quelque part, quitte à ne pas développer par exemple de nouvelles facilités de raffinage, par exemple dans un certain nombre de pays. C'était le cas de Total en France, les capacités de raffinage sont très insuffisantes, n'ont pas été mises à niveau depuis un bon bout de temps, mais c'est un moyen pour maintenir une pression sur les prix, notamment en France, simplement. Donc on est obligé d'apporter de l'essence ou du fuel de l'extérieur, et ça permet de maintenir effectivement les prix. Voilà ce que je voulais dire sur les matières premières.